Bienvenue à tous dans ce beau palais des congrès de Dijon pour cette première édition des Trophées de la santé de Côte d'Or. Alors pourquoi des Trophées de la santé? Eh bien tout simplement après la journée de la santé et les nombreuses conférences qui se sont tenues ici même depuis ce matin, il est apparu naturel au bien public, en partenariat avec l'Agence régionale de la santé de Bourgogne-Franche-Comté, de rendre hommage aux femmes et aux hommes de ce domaine qui œuvrent chaque jour dans la santé dans ce département. Alors pour leur rendre hommage, 8 trophées dans 8 thématiques vont être remis ce soir. Des trophées pour récompenser des initiatives, des innovations, des organisations, mais avant tout pour récompenser des femmes et des hommes qui chaque jour font en sorte de prendre soin de nous. Première question évidente, mais pour quelle raison le bien public s'est lancé dans l'organisation de ces journées de la santé? En fait, c'est une volonté... Ça marche mieux, là. Hein. C'est une volonté... Oh là. C'est une volonté de notre part d'être acteur, en fait, dans le département. Et notre boulot, habituellement, c'est d'être témoin. En fait, on raconte des histoires, ou on dénonce, ou on fait de l'actualité. Mais on est rarement les moteurs de l'actualité. Donc là, notre volonté, c'est de créer de l'information à partir d'événements. Et aussi, très important, de faire du positif. Parce que souvent, le bien public, c'est les chiens écrasés, on est d'accord. Mais il y a autre chose. Et on propose, à travers une manifestation comme ça, et l'ensemble de la communication que nous allons faire ensuite, des projets absolument extraordinaires, des histoires, et franchement, ça fait du bien à nos lecteurs. Tout d'abord, merci de cette invitation à cette première journée. Le premier élément, l'ARS n'est pas seule, bien évidemment, pour mettre en œuvre le projet régional de santé. C'est l'affaire de tous, et d'ailleurs, ça a été un travail de construction long pendant 2 années, et aujourd'hui, nous avons 5 ans pour relever un certain nombre de défis dans le système. Et quand je dis nous, c'est bien les professionnels, les établissements, les structures médico-sociales, les collectivités territoriales. Tout le monde à son niveau est impliqué. La santé est un bien commun, vous l'avez signalé, vous l'avez rappelé. Et à ce titre, même s'il faut une organisation et un chef d'orchestre, c'est bien quand tout le monde joue la même musique que ça fonctionne. Et les défis sont nombreux. Défis du vieillissement, défis des maladies chroniques, défis de la démographie des professionnels de santé, qui est un enjeu particulier dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, et bien évidemment le défi de l'environnement qui sont les sujets de demain. Le premier projet pour 2019, c'est de poursuivre notre implication de façon la plus concrète et la plus pragmatique possible dans la réduction des inégalités sociales et territoriales d'accès aux soins. Le CGFL envoie des professionnels de santé dans les hôpitaux de proximité, les hôpitaux généraux, afin de leur permettre de maintenir une prise en charge de haut niveau, le plus proche possible du domicile des patients. On va de Sens à Mâcon, Langres et de Langres à Nevers. Alors le lauréat est le laboratoire Cerelab, représenté par Madame Laura Alupka, responsable du laboratoire Cerelab. Alors le pain G-Nutrition, il émane en fait donc d'un programme de recherche nommé Farine Plus, qui a été l'un des premiers projets labellisés par le pôle Vitagora. Et en fait, le pain G-Nutrition est le résultat de l'ensemble d'une collaboration avec des acteurs publics et privés de la recherche, de l'industrie, dans l'ensemble de la région Bourgogne et Franche-Comté. L'idée de ce programme de recherche, c'était véritablement de valoriser la filière céréalière pour mettre au point le pain G-Nutrition, qui est le premier et le seul complément nutritionnel oral sous la forme d'un pain brioché destiné à lutter contre la dénutrition des personnes âgées. Donc pourquoi autant de temps? Dans le programme de recherche, on a notamment mené des études cliniques en collaboration avec le CHU de Dijon, qui a permis de prouver l'efficacité du pain G-Nutrition sur le statut nutritionnel des personnes âgées. Où est-ce qu'on le fabrique? Alors on le fabrique grâce à notre partenaire, l'entreprise Poulaillon, qui est également dans le giron de la région Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'il est situé à Saint-Vite dans le Doubs. Et il produit les petits pains en mettant en application la recette et le diagramme de fabrication qui a été breveté à l'issue du programme de recherche. Et alors, où est-ce qu'on peut le trouver, ce pain brioché?
Alors toute la question c'est d'où le trouver. Aujourd'hui on a souhaité en tant que groupe Dijon Céréales proposer et rendre accessible le produit aux personnes âgées à domicile qui sont une population à fort risque de dénutrition. Et pour cela on a entrepris de faire une demande de remboursement auprès du ministère de la Santé pour faire reconnaître le produit et surtout son intérêt de santé publique. Et c'est chose faite puisque depuis cet été, on a l'objet d'un arrêté ministériel et le produit est remboursé par la Sécurité sociale sous prescription médicale, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir le produit au sein des pharmacies. Donc on le trouve sur le territoire et puis j'imagine que le projet c'est d'aller bien au-delà du territoire. Oui, tout à fait. L'idée, c'est dans la continuité de ce projet, de rendre accessible le produit dans les pharmacies en France et puis pourquoi pas envisager l'export pour le proposer à un plus grand nombre. En tout cas, félicitations, vous avez bien mérité ce premier trophée que M. Coutan va vous remettre. Merci. Alors, Branchez-vous Santé, ça c'est le programme prévention d'AG2R La Mondiale qui va démarrer incessamment sous peu. Qui va démarrer au 1er janvier 2019. Dites-nous-en un peu plus. Alors c'est un programme en fait qui vise à concrétiser et installer une politique de prévention via les branches professionnelles et les partenaires sociaux. Et en fait, cette démarche s'inscrit dans la politique de prévention qui est initiée par les partenaires sociaux dans les branches professionnelles et les entreprises de ces branches professionnelles. Donc en fait, il y a 3 objectifs qui sont prévus par Branchez-vous Santé. Le premier objectif, c'est déjà une création de valeur, en fait, de mettre en place ces actions de prévention. Le deuxième objectif, c'est aussi d'être au plus près des populations qui sont en fait les plus exposées, les plus à risque, qui sont les plus éloignées de la prévention. Et enfin, le troisième objectif est de pouvoir évaluer toutes les actions de prévention qui sont réalisées dans les branches professionnelles. J'ai le plaisir de remettre le trophée de la prévention. Il va falloir que vous ouvriez l'enveloppe. Effectivement. Sinon, c'est vous qui allez recevoir le trophée. Eh oui. Alors, je recommence. J'ai le plaisir de remettre le trophée de la prévention au centre hospitalier de la Côte d'Or, qui est représenté par le docteur Imad Sfaïr, chef de pôle gériatrie hébergement. Pourquoi avoir mis en place cette prévention auprès des personnes âgées présente-t-elle des caractéristiques spécifiques qui nécessitent une prévention particulière ? Les problèmes bucco-dentaires sont très fréquents chez la personne âgée, et en particulier chez les EHPAD, c'est souvent la cause de la dénutrition qui provoque des gros problèmes de santé chez nos résidents. Depuis combien de temps existe ce dispositif ? Alors ce dispositif existe depuis mars de 2018. Combien de personnes il concerne ? Ça concerne 700 lits d'EHPAD, donc sur la Haute-Côte d'Or. D'accord. Est-ce que vous avez des projets d'extension ? Parce que cette télémédecine, c'est vraiment un dispositif innovant. Est-ce que vous avez des projets pour l'étendre à d'autres services ? Oui, tout à fait. Donc l'idée, c'est d'étendre ce dispositif sur les autres services de médecine gériatrique de la Haute-Côte d'Or, mais également des services de cardiopneumologie, et surtout aussi de l'ouvrir au domicile, c'est-à-dire faire profiter donc de personnes à mobilité réduite sur la Haute-Côte d'Or, donc une région parfois très difficile d'accès pour les professionnels de santé, et donc l'idée, c'est de les faire profiter de ce dispositif également. Donc c'est un moyen aussi de lutter contre les déserts médicaux finalement. Et puis aider le maintien à domicile pour des personnes à mobilité réduite. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Dr Sfer. Merci. Bravo encore. On vous laisse recevoir votre trophée. On vous vous applaudir. Alors 2018, c'est un petit peu comme l'Agence régionale de santé. 2018, ça a été une année d'écriture. Toutes nos équipes, médecins, soignants, équipes techniques, équipes administratives se sont mobilisées pour écrire notre stratégie à 5 ans. Et 2019, c'est l'année de la mise en œuvre. Donc on a évidemment énormément de projets, mais ce soir, je ne vais pas vous parler de béton, je ne vais pas vous parler d'équipements high-tech, je vais vous parler d'innovation organisationnelle.
Et c'est ce qu'évoquait la directrice générale dans ce petit film, c'est ce qu'évoquait le directeur général adjoint de l'ARS. On est extrêmement fiers de ce projet qui s'appelle DIVA. DIVA pour Dijon Vasculaire Project. Et c'est en effet un continuum. On a inventé un continuum entre l'hôpital, la ville, le domicile, autour du patient. Et c'est en fait un partage de rôle entre le médecin hospitalier, l'infirmière hospitalière, l'infirmière de ville, le médecin traitant, tout ça autour du patient. Et le pari, c'est de dire, on va faire chuter de 10 points la réhospitalisation, la rechute pour un patient qui a été victime d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde. Voilà. Et pour nous, c'est ça l'hôpital de demain, c'est-à-dire c'est pas un hôpital centré sur lui-même, mais au contraire animateur et tête de réseau. Donc les lauréats sont les chouettes du cœur, qui sont représentés ce soir par Elisabeth Devisa, qui est bénévole, et Timothée Josselin, qui est aide fauconnier. Comment cette idée d'associer oiseaux de proie à personnes handicapées est née dans l'esprit de votre père? Elle est née de l'idée d'un homme passionné, déjà, mon papa, qui, au travers des yeux des personnes en situation de handicap, lorsqu'il travaillait au Puy du Fou, a vu quelque chose, une révélation. Il a vu que ces personnes-là étaient émerveillées, que nos oiseaux, enfin les rapaces, déclenchaient une véritable émotion. Donc quand il est revenu en Côte d'Or, à l'aide de passionnés, ils ont décidé de créer l'association Les Chouettes du Cœur pour d'abord offrir un peu de bien-être, et puis 10 ans après des milliers de kilomètres parcourus et des milliers de bénéficiaires, pour maintenant apporter une aide thérapeutique grâce au contact des oiseaux de proie. Alors justement, en quoi ce contact avec les oiseaux de proie diffère du contact qu'on peut avoir avec d'autres animaux? Alors on connaît bien la médiation animale, donc avec les chevaux, avec les petits animaux. Aujourd'hui, avec les oiseaux, il y a deux choses un peu différentes. Déjà, la fascination des oiseaux de proie, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc il y a un déclencheur émotionnel important. Et puis surtout, il y a le vol. Le vol, c'est pour nos résidents, pour nos patients, enfin on n'est pas thérapeute, mais en tout cas pour les personnes dans lesquelles on intervient, on a l'impression qu'ils se libèrent de leurs mots quand les oiseaux volent, quand ils caressent ou quand ils effleurent les oiseaux. Alors l'actualité pour l'association, c'est de faire reconnaître cette thérapie, la chouette thérapie. Où est-ce que vous en êtes? Alors on a contacté l'INSERM, on a contacté la faculté de sciences, mais aujourd'hui on a besoin des professionnels, et on sait qu'il y en a dans la salle. On a besoin de faire des tableaux d'indicateurs de valeur, de faire une recherche scientifique. Donc si vous m'entendez, messieurs les professionnels ou mesdames les professionnels, on a besoin de vous, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, après 10 ans de travail, après des données, une base de données importante, que notre travail va nous permettre de donner des ailes à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, et surtout d'aller au contact de plus de personnes fragilisées. Alors vous avez bien mérité votre trophée, et je sais que vous souhaitez associer votre papa qui est dans la salle, et votre maman, parce qu'évidemment tout le monde participe à l'association. Voilà, sans eux, sans mon papa et ma maman qui sont là, ça n'existerait pas. C'est une histoire de couple, cette aventure associative. Donc je pense qu'on peut les applaudir bien, bien fort. Effectivement, oui. En tout cas, on sent et on entend cette passion. BF-Care est un groupement d'entreprises, 50 d'adhérents, brillamment présidé par Philippe Guérit, qui est là ce soir, on le salue. Donc des entreprises de toute taille, start-up, grands groupes, Sanofi, Urgo. Et leur point commun, c'est d'exercer dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé au sens large du terme, comme le prouve cette soirée. Et donc cette vidéo, c'est un exemple typique de nos réalisations. Une collaboration entre les étudiants de la faculté de pharmacie, les institutionnels, l'université et évidemment les entreprises. Patrick Alexandre, donc je rappelle, vous êtes le président du directoire de CrossJect. Alors vous avez apporté justement avec vous ce petit injecteur pour qu'on représente bien, se représente bien l'instrument. Voilà, ça tient dans une poche. Hein. Donc effectivement, il s'agit d'avoir cette dose de secours sur soi en permanence et de pouvoir s'injecter une dose au plus près de la crise en attendant une prise en charge éventuelle par les secours. Alors ça concerne quel type de pathologie? Alors essentiellement des situations d'urgence, et les plus connues sont typiquement le choc allergique avec une dose d'adrénaline, mais également les crises
d'épilepsie qui se prolonge. C'est plus de 5000 morts par an en Europe sur ce type de crise. Les graves crises d'asthme et également des overdoses aux opioïdes. Voilà quelques exemples de projets sur lesquels on travaille. L'innovation technologique reste toujours un aspect, un simple aspect de l'innovation pédagogique qui est au cœur de notre mission et qui doit s'appuyer sur la recherche. Je voudrais juste citer 3 sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Celui de la formation interprofessionnelle. Alors, si la pratique pluriprofessionnelle est un sujet maintenant bien ancien et plus que jamais aussi d'actualité, la formation ne l'a pas accompagnée. Et donc, c'est un de nos objectifs prioritaires. Le second, c'est celui de la formation de patients experts capables d'intervenir dans la formation de professionnels de santé. Et puis pour finir, donc, la co-construction de programmes de formation extrêmement spécifiques avec des partenaires, comme par exemple l'ARS dans le cadre de l'organisation des soins dans les territoires, ou encore les entreprises de santé pour répondre à des besoins industriels. La télémédecine, c'est un outil très important pour la région. C'est de l'aménagement du territoire. Ça permet de remplir notre ambition de l'accès pour tous à la santé en tout point du territoire. Alors nous avons un territoire très vaste, de Lyon jusqu'à Belfort, de la Nièvre, au milieu nous avons même un relief montagneux, une zone blanche et une population parfois très peu dense. On a même des territoires où il y a 3 habitants, 5 habitants kilomètre carré, une population qui vieillit et un problème de démographie médicale. Donc ce sont des outils qui sont extrêmement importants pour cet accès de tous à la santé. Pour ce trophée de télémédecine, j'appelle le CHU Dijon-Bourgogne, représenté par le professeur Yannick Bégiot, professeur des universités, praticien hospitalier, service de neurologie générale, vasculaire et dégénérative. Pour bien comprendre justement l'enjeu de ce dispositif de télémédecine, il faut rappeler que le traitement et la prise en charge de ce type d'AVC doit être réalisé dans les 4h30 qui suivent l'accident et validé par un neurologue. C'est une vraie course contre la montre qui s'organise. Est-ce que le dispositif justement vous a permis de gagner un temps précieux ? Oui, tout à fait. Ça a été tout l'enjeu lors de la mise en place de la télémédecine il y a quelques années, de lutter contre le temps qui passe pour faire en sorte que le patient puisse bénéficier du soin optimal, quelle que soit sa localisation au sein de notre région, et de lutter contre les disparités de prise en charge par ce moyen. Et on a clairement augmenté le nombre de patients pouvant bénéficier de ce type de traitement. Alors, 21 hôpitaux de Bourgogne et de Haute-Marne participent à ce dispositif. Ça en fait le maillage territorial le plus dense après celui d'Île-de-France. Est-ce que c'est un moyen, là aussi, de lutter contre les déserts médicaux qui peuvent exister ? C'est clairement un moyen, et c'est surtout donner la chance à chacun d'être à la pointe de la prise en charge thérapeutique au sein de notre région, au sein de notre région à la fois urbaine et rurale. Et pour venir d'un milieu rural, je connais bien la problématique, et je pense que c'était essentiel de pouvoir faire en sorte que les Bourguignons et Franc-Comtois désormais soient traités de manière la plus efficace possible. Alors, on a été impressionnés tous par cette vidéo. Est-ce qu'on peut imaginer que ce dispositif de télémédecine s'applique à d'autres pathologies ? Oui, tout à fait. C'est déjà le cas dans un certain nombre de pathologies. Je sais que la région, l'ARS est très investie sur cette mission, le CHU également, avec beaucoup de disciplines qui sont en train de mettre en place ou qui ont mis en place des systèmes de télémédecine, que ce soit dans le cadre de l'urgence, le réseau télé-AVC est un modèle de structuration, mais également dans le cadre de la télé-expertise et la téléconsultation, qui sont des domaines très spécifiques, on le sait, pour lutter contre les déserts médicaux et la problématique du vieillissement de la population des médecins, qui fait qu'on a un besoin de plus en plus d'avoir recours à moins de monde pour pouvoir répondre à plus de demandes. Bravo, en tout cas, on peut encore vous applaudir. On vous laisse recevoir donc, le trophée des mains de Madame Tenenbaum, qui a un mot à dire. Donc, voilà.
Peut-être un mot de Madame Tenenbaum. Oui, moi je tenais à vous féliciter, aussi le professeur Maurice Giroux à fait, l'initiative de ce l'initiative. projet et qui est dans la salle, parce que vraiment vous avez sauvé des vies. Et ça c'est formidable. Bien entendu, je rebondis pour remercier mon maître, qui est le professeur Maurice Giroux, qui a été effectivement à l'origine du projet, avec l'aide de l'ARS, du CHU et de la région. Il faut vraiment insister sur le fait que ça a été possible que parce qu'on a eu beaucoup de soutien. Je ne sais pas si on sauve des vies, mais en tout cas, on s'emploie à faire en sorte de traiter au mieux les gens, et je pense que c'est notre mission première. Merci beaucoup, bravo. Bravo. Bravo à vous. En quoi consiste la relation entre SPI-ICS et le monde de la santé? La relation, déjà, elle n'est pas neuve, elle est ancienne. Elle a commencé en 1974 avec les installations de téléphonie au sein du monde hospitalier via notre ancêtre qui était Matra Communication. Matra Communication, en fait, tout le monde connaît, c'était le Minitel, ni plus ni moins. Donc on a commencé comme ça, et puis au fur et à mesure de notre croissance, de notre évolution sur les marchés, on est passé donc d'installateurs téléphoniques à intégrateurs de solutions informatiques, maintenance informatique, et aujourd'hui on est carrément sur l'intelligence artificielle, l'IoT. Voilà. Alors le trophée est remis à la plateforme Meremsa, représentée par Emmanuel Combe, cofondateur, et Charlotte Roland, cofondatrice. La solution Meremsa, eh bien, on ne peut plus simple. Le professionnel va se connecter à un compte sur la plateforme digitale Meremsa, éditer son offre en fonction de l'heure, du jour, du profil recherché. Et le logiciel va faire le reste, il va faire le match et il va envoyer des informations à tous les gens qui sont disponibles pour que le premier réponde. Alors, quel est le délai de réponse, justement ? Délai de réponse constaté, 15 minutes, et avec des pics à 1 minute pour trouver un remplaçant, et ce, avec 85% de réponses positives. 85% des postes demandés sont pourvus. Alors, comme l'expliquait votre collègue, évidemment, le gain de temps est considérable. Le gain de temps est considérable, et ça permet justement aux professionnels de santé de reprendre leur métier, puisque faire de la recherche et du phoning, ça n'a aucune valeur ajoutée pour eux. Alors, toute jeune entreprise ? Oui, toute jeune entreprise, début d'activité effective en juin. Alors, quel est le bilan de ces 6 premiers mois d'activité ? Des clients satisfaits, beaucoup de clients intéressés, beaucoup de contacts, beaucoup de rendez-vous, une belle prospérité annoncée. Voilà, une distribution de vos cartes de visite, j'imagine, durant la soirée. C'est le moment où c'est possible, oui. Félicitations et belle continuation à vous. Demain, il y aura 2 pages spéciales sur cette soirée. Et en plus, je vous invite à vous connecter sur notre site vendredi, puisque vous aurez carrément un supplément numérique à disposition. Et après, nous allons décliner chaque lauréat, nous allons décrire chaque projet, chaque initiative qui a été récompensée ce soir, tous les jours, à partir de vendredi, dans les colonnes du bien public. Alors, le lauréat est le groupement des professionnels de santé du Pays Beaunois, représenté par le docteur Aurélien Vaillant, président. Qu'on peut applaudir, effectivement. Et le docteur Sophie Canel, chef de service SAMU, SMUR, Urgence, Hospice Civil de Beaune. Ma première question, c'est peut-être sur les différents acteurs que vous regroupez. Qui sont-ils ? Alors c'est l'ensemble des professionnels de santé libéraux du territoire, médicaux et paramédicaux. Et bien sûr, on travaille avec les professionnels de santé de l'hôpital de Beaune. Combien de personnes bénéficient du dispositif que vous avez mis en place avec ce groupement ? Alors c'est l'ensemble de la population potentiellement, heureusement non, 110 000 habitants sur le territoire. C'est l'ensemble des professionnels de santé qui bénéficient de cette amélioration de communication ville-hôpital. Et pour faire concret, les patients qui sont pris en coordination, comme expliqué dans la vidéo, c'est à peu près 800 patients complexes, on va dire, par an. Et dans ces 800 patients, il y a quand même 100 patients en soins palliatifs à domicile. D'accord. Alors, cette dématérialisation du dossier médical, ça entre parfaitement dans le cadre du grand projet du ministère de la Santé avec le dossier médical partagé qui va être mis en œuvre en 2019. Comment vous allez vous arrimer à ce projet, docteur Canel ? Justement, on attend avec impatience l'installation du dossier médical partagé. Pour l'instant, on va se baser, nous, sur ce qui a été fait avec le GPSPB,
Effectivement, tout un réseau de soins, d'informations qui sont utiles et nécessaires à partager entre la ville et l'hôpital et tous les intervenants dans les soins, notamment dans l'urgence, mais aussi pour la prévention secondaire au retour à domicile. Toutes ces informations doivent trouver des outils d'échange et de partage qui n'existent pas pour le moment et qui sont primordiaux en termes de prévention et de déclenchement effectivement de soins qu'on pourrait mettre en place. Et là encore, vous assurez un maillage assez fin du territoire pour lutter contre les déserts médicaux. Bravo en tout cas pour votre initiative. On vous laisse recevoir votre trophée. L'état des lieux de la recherche et où en sommes-nous en matière de compréhension de ces pathologies dites neurodégénératives. On y inclut évidemment maladie d'Alzheimer, mais aussi Parkinson et bien d'autres pathologies. D'abord, je ne voudrais pas montrer trop d'enthousiasme parce qu'on est aux frontières de la connaissance et les plus grandes avancées se font lorsque l'on est dans une interdisciplinarité. D'abord, probablement que les plus grandes révolutions vont venir non pas des neurobiologistes qui, même s'ils ont une grande passion sur le cerveau, ne vont peut-être pas trouver la solution, mais que la solution viendra d'autres organes, d'autres tissus, peut-être le système immunitaire, et peut-être que cette maladie, il faut l'aborder comme une maladie chronique, inflammatoire. Je donne des pistes comme ça pour vous dire combien nous sommes devant les frontières de la connaissance et combien il nous faut pour avancer essayer d'adjoindre une recherche préclinique, c'est-à-dire sur des modèles animaux. Et il y a un grand débat scientifique actuellement. Est-ce qu'une souris est capable de développer une maladie d'Alzheimer? Certainement pas. Comment jugez-vous justement l'accompagnement du patient dans le cadre de la maladie d'Alzheimer en France, professeur? Là, ce n'est pas un chercheur qui vit isolé dans sa tour qui pourra être légitime dans cette réponse, mais ce que je dirais, c'est que si les grandes découvertes les dernières années en neurosciences nous éclairent sur un fait, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai voulu partager avec vous dans ma courte présentation sur l'idée qu'il y a une partie de notre activité mentale qui est en permanence en train de se nourrir de la relation avec l'altérité, avec l'autre. L'autre nous nourrit en permanence. Et donc, on ne mettra jamais assez d'efforts pour accompagner les patients. On ne mettra jamais assez d'efforts pour accompagner les aidants. Comme je l'ai dit, il y a ce côté altruiste, ce côté de don de soi, et de voir que l'espérance de vie diminue chez les aidants et augmente chez les patients. On se dit c'est beau, mais peut-être qu'ils mériteraient d'être aidés, ces aidants. Je suis très heureux d'appeler sur scène les représentants du centre Georges-François Leclerc, dont on a déjà beaucoup entendu parler ce soir. Et ces représentants sont le docteur Aurélie Lagrange, oncologue de formation, et Evelyne Billot, assistante sociale, responsable du service social en faveur des patients. Bonsoir mesdames. Alors on parlait de relations aux autres, là on est vraiment en plein dedans, parce que cette consultation pluridisciplinaire est assez innovante dans le sens où le médecin du travail participe également à ces consultations. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça c'est très innovant. Alors absolument, c'est une innovation bourguignonne d'avoir mis en place cette consultation avec un médecin de santé au travail, qu'on remercie d'ailleurs, puisque c'est le service de santé au travail de l'AIST 21 qui est opérateur et qui vient nous épauler dans cette consultation, qui propose une synergie entre 3 acteurs, entre 3 professionnels, pour accompagner la personne à reprendre son travail dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a une vraie anticipation pour le patient, bien évidemment. Alors, cette consultation, elle est proposée depuis 2 ans, c'est ça? Quel bilan peut-on faire de tout ça? Qu'est-ce que vous retenez de ces consultations? On a démarré en octobre 2016. On est à une centaine de patients qui ont bénéficié de cette consultation. Et ce qui ressort principalement de l'évaluation qualitative que nous avons faite, c'est l'intérêt porté par les malades de bénéficier d'un temps unique avec 3 acteurs qui leur proposent leur accompagnement.
Et au-delà de la consultation d'accompagnement, on va orienter les personnes sur les dispositifs de maintien dans l'emploi sur les territoires. Alors, on imagine ce que ça peut représenter pour le patient, bien évidemment, mais quel est l'avantage aussi pour l'employeur et les collectivités également? Moi, ce que je voulais dire pour l'employeur, c'est que globalement, les employeurs sont toujours plutôt bienveillants avec les patients qu'ils ont toujours intérêt à voir reprendre. L'idée, c'est pas de reprendre plus tôt, c'est de reprendre dans de meilleures conditions, d'éviter en fait les échecs, les arrêts de travail itératifs. Et puis derrière ça, et c'est le cheval de bataille d'Evelyne, c'est d'éviter en fait ce qu'elle appelle la mise en invalidité, qui est vraiment le gros échec pour le patient. L'intérêt de cette consultation, c'est de mettre en communication en fait des médecins qui ne se rencontrent pas habituellement, qui sont médecins oncologues et le médecin de l'entreprise. Le médecin de l'oncologue n'est pas toujours tout à fait au clair avec ce qui se passe dans l'entreprise, quelles sont les contraintes, quelles sont les modifications de poste. Et les médecins d'entreprise sont peut-être un peu parfois frileux en fait à l'idée de reprendre des traitements, des patients, pas quand les patients sont guéris et en rémission, parce que c'est des pathologies qu'on connaît, mais qui sont quand même encore pas la majorité de nos patients. On a affaire à toute une catégorie de patients qui ont pu bénéficier maintenant de traitements, en fait, et je pense à l'immunothérapie qui permet parfois de reprendre une vie normale. Et il faut que ces patients, au prix d'injections qui nécessitent des hospitalisations régulières, puissent reprendre une activité qui soit adaptée à cette vie avec la maladie et avec des traitements. Et je crois que le médecin qui intervient chez nous bénévolement permet de ça, en fait, ce lien entre ces deux corps de métier. En plus, il intervient bénévolement. Bravo à vous. Je retiendrai ce que je viens d'entendre et qui va bien avec la tradition hospitalière des hospices de Beaune, c'est que pour promouvoir la santé, il faut faire le don de soi, si possible dans un endroit qui est assez beau. Je vous invite à revisiter l'Hôtel Dieu à Beaune, c'est très beau et c'est un beau lieu pour faire le don de soi. Et vous avez vu que notre nouveau bâtiment, il est également assez beau. Donc je crois qu'il faut réunir tous ces paramètres pour que, et on l'a entendu toute la journée, c'est l'humain. L'humain, la relation à l'autre, c'est essentiel. On peut avoir les meilleures techniques du monde si on n'a pas cette foi, j'ose le dire, en tout cas la foi dans le travail que nous faisons, il ne peut rien se faire. Ce prix est décerné à Binôme 21, représenté par Marie-Françoise Erard, qui est sa présidente. Bravo, je devrais dire même docteur Erard, puisque vous êtes un médecin à la retraite. C'est vrai, je l'ai oublié depuis, parce que je me suis plus penchée sur le social. Mais ça a à voir aussi avec la santé, on le disait à l'instant. Concrètement, comment fonctionne cette cohabitation intergénérationnelle ? C'est un jeune qui verse un loyer à une personne âgée, qui lui rend des services, c'est bien cela ? Alors, ce n'est pas un loyer, puisque c'est une formule d'échange. La personne âgée qui a une chambre libre la propose à un jeune qui souhaite effectivement créer des échanges avec elle, soulager sa solitude et aussi lui rendre de petits services si c'est nécessaire. Et dans l'échange, il peut y avoir aussi un côté économique, c'est-à-dire le partage des charges pour les personnes âgées ou bien une indemnité un peu plus lourde avec une liberté un peu plus grande pour le jeune également. Oui, parce que vous proposez différentes formules. On propose toutes les formules, en fait, entre uniquement la prise en charge d'indemnité des charges, jusqu'à 250 € au maximum d'indemnité quand c'est le besoin de la personne âgée et c'est le désir du jeune d'être un peu plus libre. Comment vous mettez en relation ces générations, ces jeunes et ces personnes âgées ? Nous nous rendons au domicile de la personne âgée qui souhaite cette cohabitation. On discerne pour savoir si les professionnels ont besoin d'intervenir ou si on peut effectivement répondre à la demande très simplement. Et ensuite, au niveau du bureau, on a des entretiens avec les jeunes. On étudie leur motivation, leur désir. On crée un dossier. Et ensuite, quand on a le jeune et la personne âgée disponibles, on est en relation. Et ensuite, on suit tout le long du contrat, on accompagne. Oui. Combien de binômes intergénérationnels avez-vous créés cette année ? Alors cette année, on a une trentaine de contrats. On a encore 5 personnes qui attendent et d'autres candidatures. Donc on pense faire à peu près comme l'année dernière. C'est une demande qui est plutôt en progression
par rapport aux premières années de création de l'association? Oui, ben, en 2011, quand on a commencé, ça n'existait que dans les grandes villes. Et on a mis en place quand même trois premières cohabitations, mais le concept n'était pas du tout connu. Il a fallu faire beaucoup de communication. Alors justement, vous disiez ça existait dans les grandes villes. Est-ce que vous pensez que c'est un dispositif qui est plutôt adapté au milieu rural ou plutôt adapté au milieu urbain, aux grandes villes ou aux moyennes villes? Nous avons décidé d'emblée de nous adresser en milieu rural et en milieu urbain. Et on peut dire qu'on loge autant, enfin presque autant, non, en milieu rural qu'en milieu urbain. Et des fois, de manière très improbable, dans une ferme isolée près de Semur, on a trouvé un professeur qui était muté et qui était ravi de partager cet habitat. Bravo en tout cas, Madame Erard. On peut encore vous applaudir bien fort.